Oui, Oui, très bien. très bien. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre invitation, bien sûr, et vous venez de me rappeler, jamais je ne me serais souvenu en quelle année j'étais venu pour la première fois à Castres, et c'est 20 ans après, donc je reviens, 20 ans après, bon, c'est quasiment une, une chevauchée fantastique, 20 ans après. Euh, je vais vous présenter donc le fruit d'une petite réflexion là, que j'ai menée là, pour écrire ce livre, hein, Le trou noir du capitalisme, et qui est paru à la veille quasiment de la survenue de la pandémie du coronavirus et qui a fait d'ailleurs que ce livre est tombé de lui-même dans un trou noir, puisque les librairies ont fermé juste à quelques jours, quelques semaines après, donc il a quasiment disparu de la circulation, et je suis contraint de venir le présenter par l'application Zoom. Bon, alors, mais ce n'est pas grave, on va essayer d'en discuter quand même. Euh, le fait que j'ai analysé le capitalisme de cette façon n'est pas bouleversé par la survenue de cette pandémie, mais celle-ci rend nécessaire de l'intégrer dans l'analyse. Donc c'est pour ça que j'intitule la soirée de ce soir Du trou noir du capitalisme à la crise du coronavirus. Alors je m'aide bien sûr de ce petit diaporama pour faciliter les choses à distance. Euh, je vérifie que je peux changer. Voilà, très bien. Alors, cette pandémie du Covid-19 nous est tombée sur la tête là brutalement et tout le monde se disait mais d'où ça vient, d'où vient cette crise complètement inattendue. Euh, les scientifiques déjà nous avaient avertis depuis de nombreuses années sur le risque de propagation de virus de la chaîne animale aux humains à cause du gigantesque bouleversement que le développement du capitalisme avait entraîné, notamment en matière de déforestation et d'abolition des barrières séparant l'habitat de la faune sauvage et celui des humains. Si vous ajoutez à cela la déforestation, l'urbanisation grandissante et l'agriculture intensive, vous avez tous les éléments pour faire reculer justement cet habitat animal. Mais les scientifiques nous avaient alertés. Mais bien sûr, quand les scientifiques alertent sur un danger, on va le voir tout à l'heure avec le climat, bon, ça reste lettre morte la plupart du temps. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, que la survenue de cette crise elle survient sur le fond d'une crise systémique du capitalisme, qui était l'objet de mon livre Le trou noir du capitalisme. Alors, donc vous avez vu à l'instant la première, enfin la couverture que je vous remonte rapidement ici. Cette crise n'était pas si inattendue qu'on a cru le comprendre au départ, parce que le capitalisme est en train d'entraîner, par sa dynamique propre, dans une expansion infinie l'humanité, en absorbant toutes les activités humaines, toutes les ressources naturelles, toutes les connaissances, tout le vivant, en quelque sorte, pour en faire des marchandises, et des marchandises rapportant bénéfices, profits, évidemment. Et pourquoi j'ai utilisé cette analogie avec le trou noir qu'ont découvert les astrophysiciens il y a quelques années? Les trous noirs, donc dans la voûte céleste, sont des corps célestes dont la masse est tellement importante que leur force gravitationnelle aspire tout. Toute matière, toute lumière est aspirée dans ces trous noirs, et donc on les appelle noirs parce que justement on ne peut pas les voir. Hein, puisqu'aucun rayon lumineux ne peut nous parvenir provenant d'eux. Et donc, par analogie, j'ai comparé donc l'évolution du capitalisme à cette dynamique d'absorption de tout ce qui bouge sur la planète pour en faire une marchandise. Et alors, bien sûr, s'il s'agissait simplement de décrire ce qui se passe, ça nous laisserait très démunis pour penser l'avenir. Et donc, j'ai suggéré que pour ne pas être englouti dans ce trou noir du capitalisme, pour ne pas y être aspiré, j'ai développé 3 pistes: réhabiliter le travail, instituer les communs et socialiser la monnaie. Pourquoi? Parce que autant je vais m'inspirer dans la première partie de cet exposé de l'analyse
conceptuelle de Marx au XIXe siècle, qui avait forgé les éléments nous permettant de comprendre la dynamique du capitalisme, et éléments conceptuels qui restent d'une parfaite actualité aujourd'hui. Mais en même temps, je vais utiliser l'apport de l'anthropologue de l'entre-deux-guerres qui s'appelait Karl Polanyi et qui avait, je vous le verrai tout à l'heure dans une citation que je mettrai à l'écran, qui avait diagnostiqué qu'il y avait un risque énorme pour les sociétés si trois choses, le travail, la terre et la monnaie, étaient privatisés, étaient marchandisés. Et il disait, si ces trois éléments, donc le travail, la terre et la monnaie, étaient marchandisés, alors ça en serait fini de la société. Et donc, en prenant donc le contre-pied de ce risque, je propose donc, on va le voir dans un instant, de réhabiliter le travail, d'instituer les biens communs et de socialiser la monnaie. Donc voilà, vous avez à l'écran les deux parties de mon petit exposé introductif à la discussion que nous aurons tout à l'heure. Alors, première partie, donc, en quoi consiste cette crise sociale et écologique du capitalisme que je vais ramasser, bien sûr, avec quelques schémas simples, mais qui mettront l'accent sur les points qui me paraissent essentiels. D'abord, rappelons-nous ce que disait Marx au milieu du XIXe siècle et qui n'a pas pris une ride. La production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Déjà, on a les deux éléments qu'on va retrouver tout à l'heure avec Polanyi, dont je vous parlais il y a un instant, le travail et la terre. Qu'est-ce qu'on a comme indicateur pour montrer la difficulté du capitalisme actuel sur le plan économique? Mais on va voir que ça va avoir un rapport avec ce qui se passe sur le terrain social. Donc, vous voyez à l'écran, là, 4 courbes qui visualisent l'évolution de la productivité du travail et surtout de sa croissance, de son développement depuis maintenant 50 ans. En jaune, ici, la courbe des pays émergents et en voie de développement, la courbe en pointillé jaune. Vous voyez ma flèche qui se déplace? Oui, oui. La courbe en bleu, c'est pour le monde dans son entièreté. La courbe en point rouge, c'est celle pour les États-Unis. Et la courbe en vert, c'est celle pour les autres pays développés que les États-Unis. Qu'est-ce que vous constatez? À partir du milieu de la décennie 2000 environ, vous avez une diminution vers le bas de ces courbes qui signifie non pas que la productivité du travail diminue, mais que sa croissance annuelle diminue. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des taux de croissance économique très, très élevés comme autrefois, 5%, 6% par an après-guerre, eh bien, on n'a plus des croissances de la productivité du travail par an de simplement 1%, 1,5%, c'est le bout du monde, si je peux dire, et cela sur une tendance qui maintenant est vérifiée sur une douzaine à une quinzaine d'années selon les pays, selon les régions du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie cette diminution des gains de productivité du travail? D'abord, il faudrait se demander d'où ils viennent. Pourquoi la productivité du travail n'augmente plus malgré l'énorme avancée de la robotisation, de l'introduction de l'informatique partout, dans toutes les entreprises, toutes les administrations, malgré ces innovations techniques que certains appellent même la troisième révolution industrielle, la productivité du travail voit sa progression décliner. Alors que les révolutions industrielles précédentes, et que ce soit au début du 19e siècle ou à la fin de celui-ci au début du 20e, avaient au contraire donné un coup d'envol, un coup de boutoir à la productivité du travail qui s'était envolée, et notamment avec la mise en œuvre des chaînes de production gouvernées par le taylorisme. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Alors pourquoi? Il y a plusieurs hypothèses et l'avenir dira quelle est de ces hypothèses la plus forte, celle qui explique le plus cette évolution de la productivité installée sur maintenant une tendance quasiment, on peut dire, de long terme. Il y a plusieurs hypothèses.
Je vous en donne deux. Première hypothèse, c'est que les nouvelles techniques qui sont mises en œuvre, que je viens de résumer, ces nouvelles techniques ne sont pas en mesure de procurer une efficacité aussi importante, aussi décisive que celles qui avaient été mises en œuvre à l'aube de la première révolution industrielle et même de la seconde. Pourquoi? Et ça, c'est la deuxième hypothèse. Eh bien, parce qu'on raisonne sur des moyennes, là, c'est-à-dire moyenne mondiale, moyenne des pays développés, moyenne des pays en développement, moyenne pour les États-Unis spécifiquement. Mais cette moyenne donc est calculée en prenant en compte la productivité qui augmente dans l'industrie, dans l'agriculture et dans les services. Or, qu'est-ce qui se passe depuis maintenant plusieurs décennies? C'est que tous les pays du monde sont entrés dans la voie de la tertiarisation de leurs économies, c'est-à-dire que la part des services dans l'économie globale est de plus en plus grande et atteint même, dans certains pays comme les nôtres, on est des pays riches, développés, atteint les 3/4, voire les 4/5 de la totalité de la production. Et l'agriculture et l'industrie, qui ne diminuent pas en volume nominal, mais comme ils ont une part de plus en plus faible proportionnellement à l'ensemble de l'économie, alors forcément, ça fait baisser la moyenne. Bon. Et donc, c'est sans doute la raison principale, hein, la tertiarisation des économies, parce que dans les services, les gains de productivité ne peuvent pas être aussi élevés qu'ils l'ont toujours été dans l'industrie, voire dans l'agriculture productiviste. Et donc, la moyenne, la croissance de la productivité du travail décline. Bon, voilà deux pistes essayant d'expliquer cette diminution de la progression de la productivité. J'insiste bien, diminution de la progression, pas diminution de la productivité, mais diminution de sa progression. Un peu quand vous êtes au volant de votre voiture, si vous lâchez l'accélérateur, la voiture ne recule pas, hein, elle continue d'avancer, mais de plus en plus faiblement. Quelles sont les conséquences? Eh bien, c'est là où on va retrouver le premier enseignement de l'économie politique et qu'avait repris à son compte dans le développement Marx. Comme c'est le travail qui produit la richesse, comme c'est le travail qui produit la valeur économique que s'approprie le capital, vous vous rendez compte que si la productivité du travail voit sa progression décliner, il y a un risque pour que cela atteigne la progression de la rentabilité des capitaux et donc du taux de profit. Et si on n'a pas non plus encore des résultats statistiques sur du très long terme, mais on peut s'apercevoir que déjà dans certains cas, comme celui des États-Unis, hein, on voit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, malgré des variations conjoncturelles qui font s'écarter de la tendance longue année après année, on a une tendance générale à une diminution lente mais inexorable de la rentabilité du capital dont la source est justement l'affaiblissement des gains de productivité du travail. Mais vous me direz, mais alors comment se fait-il que les profits caracolent encore et qu'on entend tous les jours que les profits des entreprises s'envolent, et notamment des grandes entreprises? Eh bien parce que lorsque le dérèglement de l'économie capitaliste mondiale, qui a commencé à se faire jour dans les années 70 et dont on n'est pas encore sorti, hein, de ces dérèglements, les classes dirigeantes ont pris un certain nombre de décisions dont les deux principales sont de libérer totalement le mouvement des capitaux. Hein, c'était l'une des raisons qui ont suscité la création de l'association ATTAC il y a un peu plus de 20 ans. Hein, libérer le mouvement des capitaux de façon à ce qu'ils aillent s'investir dans les endroits où la main-d'œuvre est payée plus bas et donc pour compenser l'affaiblissement de la productivité par un renforcement de l'exploitation du travail. Et ce qui est vrai pour les pays pauvres, les pays dits en développement, bien sûr, est également vrai pour les nôtres. Regardez, par exemple, ce qui se passe pour les pays développés. Vous avez la courbe noire ici, qui est, pardon, la courbe qui est en gris mitigé, gris clair, hein, celle-ci. Cette courbe, c'est celle de la tendance des gains de productivité que je vous ai montré il y a un instant. C'est celle-ci. Hein. Donc voilà, on la retrouve ici, sur une période un peu plus courte que dans le graphique précédent, mais quand même depuis déjà 50 ans. Donc, si ce que je venais de dire était exact, on aurait dû constater que les profits
bien qu'aux États-Unis, ils aient diminué en tendance longue, en moyenne mondiale, ces profits auraient dû eux aussi ralentir. Pas du tout. C'est que vous le voyez à partir du milieu de la décennie 80, au début de la décennie 80, le taux de profit, c'est-à-dire le rapport entre les investissements réalisés entre les profits réalisés et les investissements auparavant, ce taux de profit a connu une augmentation on va le dire, jusqu'au milieu de la décennie 2000, à peu près. Par quel miracle? Eh bien, le miracle, le voici. Le miracle, entre guillemets, bien sûr. Le voici, c'est que la part du travail, mesurée ici pour la France, la part du travail en salaire dans la richesse produite, a connu une chute brutale aux alentours de la décennie 80, quand justement les politiques néolibérales, on appelle ainsi, ont été mises en place pour rompre l'évolution des salaires parallèle à celle de la productivité, eh bien, la part des profits, fatalement, ne pouvait qu'augmenter puisque celle des salaires baissait. Alors, vous voyez que après la chute brutale des années 80, il y a eu une stabilisation de cette part des salaires dans la richesse produite, stabilisation grosso modo, bien sûr, hein, mais par rapport à la chute, on peut considérer que c'est une stabilisation et qui explique, donc, je vous remets la diapositive précédente, qui explique que pendant toute cette période où il y a eu une chute, puis une stabilisation de la part des salaires, alors ça a permis de rétablir la courbe du profit, du taux de profit vers le haut. Mais le graphique s'arrête en 2010 environ, et on n'a pas encore tous les éléments statistiques pour mesurer, pour faire état de ce qui s'est passé pendant la décennie 2010-2020, mais on a là un indice, en tout cas, nous permettant de comprendre que la crise dite du coronavirus ne s'est pas déroulée, ne s'est pas produite sur un fond de stabilité, sur un océan calme, plat, mais au contraire sur un océan qui était déjà bouleversé par les transformations du capitalisme qui remontent à plus loin que l'année 2020. Ce que je viens de dire porte sur l'aspect crise sociale, c'est-à-dire détérioration de la part du travail dans la richesse produite consécutivement à la volonté des classes dirigeantes de restaurer un taux de profit malmené par l'affaiblissement des gains de productivité du travail, puisque c'est toujours la productivité du travail qui est à l'origine de la richesse produite. Ça, c'était l'aspect social. Et puis, il y a un deuxième aspect qui fait le caractère inédit de la crise du capitalisme mondial actuel, c'est, vous le savez, la crise écologique, dont je vous montre un des aspects ici, très connu, qui est l'élévation de la température que le GIEC, le Groupement international des experts du climat, sous l'égide de l'ONU, sur lequel le GIEC travaille depuis maintenant une trentaine d'années, et qui montre que la tendance, là aussi, est à la hausse de la température, avec le risque, si nous ne prenons pas de mesures pour tempérer, si je peux dire, cette hausse de la température, eh bien, risque de provoquer un véritable dérèglement climatique. Alors ici, c'est un graphique du GIEC, et dans lequel on voit que selon les scénarios adoptés de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on aura une température qui s'élèvera, selon le scénario moyen, de 1,5 degré, ou bien de plus de 1,5 degré, 2, et même maintenant, les experts commencent à se demander si le risque d'élévation de la température de 3 degrés, voire davantage, ne plane pas au-dessus de nos têtes. Et donc, mon explication, en tout cas l'explication que je propose à la discussion, est que c'est la conjonction de ces deux séries de facteurs, donc d'ordre social et d'ordre environnemental, écologique, c'est la conjonction de ces deux facteurs qui est inédit dans l'histoire humaine et inédit a fortiori dans l'histoire du capitalisme, de conjonction inédite, pardon, qui fait le caractère systémique, le caractère structurel, le caractère de grave crise du capitalisme mondial. Et donc, on n'a pas affaire à une simple crise conjoncturelle. Hein, la conjoncture, c'est un mot favori des économistes la plupart du temps. Mais là, on n'a pas du tout affaire à un ralentissement conjoncturel, mais on a affaire très certainement à une évolution qui est installée dans une dynamique de long terme.
de moyen au moins et de long terme très certainement, avec bien sûr les risques considérables que font peser le réchauffement, je viens d'en parler, du climat, la dégradation des sols, la pollution des eaux, la pollution de l'air, et puis l'extinction ou en tout cas l'affaiblissement de la diversité biologique, la biodiversité. Et donc tous ces éléments conjugués et se produisant simultanément font que le monde est confronté donc à quelque chose qu'il n'a jamais connu avec une telle rapidité et une telle force. Alors, rapidité, pourquoi? Parce que des variations du climat dans l'histoire de la planète Terre, il y en a eu de nombreuses. Mais c'était des variations qui s'étalaient, qui se produisaient sur des millénaires, voire des dizaines et des centaines de milliers d'années. Là, le réchauffement climatique qu'on a mis en œuvre depuis la révolution industrielle dans les pays capitalistes, c'est sur deux siècles, un siècle et demi, 2 siècles. Alors, cette crise écologique, et notamment les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des énergies fossiles, etc., qui envoient donc du gaz carbonique en grande quantité dans l'atmosphère, ainsi que d'autres gaz à effet de serre, certains se disent, oui, mais nos processus de production deviennent de plus en plus performants et nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie, nous n'envoyons pas autant de CO2 dans l'atmosphère qu'auparavant rapporté à la richesse produite. Alors c'est vrai, par exemple, ici en pointillé noir, vous avez l'évolution du produit mondial, de la production mondiale. Et puis, ici, en pointillé, vous avez l'envoi dans l'atmosphère du CO2 ou équivalent CO2. Et vous voyez que la première courbe croît plus rapidement que la seconde. Ce qui veut dire que rapporté l'une à l'autre, c'est-à-dire la proportion de CO2 envoyée par unité produite diminue et diminue de manière sensible, même forte. Mais le problème, c'est qu'on a ce que les spécialistes appellent un effet rebond, c'est-à-dire que malgré l'amélioration de nos processus techniques indéniables depuis quelques années, l'augmentation de la production est encore plus forte et donc le décrochage, la déconnexion entre l'envoi de gaz à effet de serre par rapport à la production, cette déconnexion n'est pas absolue, mais simplement relative. Et donc, c'est le fait que ça ne soit que relatif signifie qu'on utilise de plus en plus d'énergie fossile, on envoie dans l'atmosphère de plus en plus de gaz carbonique, et donc on accélère ce réchauffement qui nous pend au nez et qui peut être déjà à l'œuvre. Donc, pour conclure cette première partie de l'exposé et qui essaie de résumer ce qu'on peut dire pour constater les événements. Donc, pour le capitalisme, dont vous savez, vous en êtes douté quand j'y ai fait allusion au début, comme le capitalisme a pour vocation à produire du profit, de la plus-value, faire produire de la plus-value au travail, l'objectif du système, c'est toujours d'augmenter ce taux de profit, la rentabilité des capitaux investis. Et ce taux de profit qui varie, donc je vous en ai montré les évolutions récentes, cette variation du taux de profit dépend de 2 séries de facteurs. Alors de beaucoup de facteurs, mais que je rassemble en 2 séries de facteurs pour un peu schématiser les choses. Il y a une première série de variables, de facteurs que j'appelle des variables de répartition. C'est-à-dire que pour le capitalisme, il faut que les profits augmente plus vite que les salaires. C'est comme ça que son taux de profit augmente, c'est-à-dire le rapport entre son profit et les investissements réalisés en capital. Donc c'est une variable que j'appelle de répartition de la richesse produite, de la valeur ajoutée produite par le système. Donc il faut que la plus-value produite par la force de travail augmente plus vite que la productivité du travail, c'est-à-dire que les profits augmentent plus vite que les salaires.
Ça, c'est une variable de répartition. Or, cette variable de répartition, les capitalistes et le système en général jouent sur cette variable-là. Mais cette variable-là n'est pas utilisable à l'infini. Et quelquefois, je le dis de manière un peu abrupte et imagée, le capitalisme est très très fort, mais il n'a pas encore inventé la 25e heure par jour. Donc, on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil d'exploitation de la force de travail. Il y a une limite à cette exploitation. C'est pour ça que, comme cette limite est contrainte par le droit social, par le droit du travail, par les protections sociales qui ont été mises en place dans les pays capitalistes anciennement développés, que le capital a cherché à s'évader pour aller s'installer là où il n'y avait pas ce type de protection, pour rétablir donc une répartition de la valeur ajoutée qui soit à son avantage beaucoup plus que dans les pays anciennement développés. Ça, c'est une première série de facteurs qui influencent l'évolution du taux de profit. Et il y en a une seconde que j'appelle matérielle ou technique et matérielle, qui porte sur l'efficacité du capital qui est investi et qui elle-même est la combinaison d'au moins deux choses, à savoir l'efficacité des techniques. Est-ce qu'on a des machines de plus en plus performantes? Très certainement. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont plus performants que les ordinateurs d'il y a 30 ans, ça c'est évident. Mais ça dépend aussi de la facilité ou de la difficulté d'accéder aux ressources naturelles. Or là, on réintroduit la question environnementale, la question écologique. Le capitalisme est sans doute sur le point, s'il ne l'est déjà, d'être confronté à la barrière du monde fini dans lequel nous sommes, des limites de la planète et donc de l'impossibilité d'étendre à l'infini l'exploitation des ressources naturelles. Et donc, finalement, cette crise du capitalisme, donc, que je dis globale, elle réside dans cette difficulté d'aller au-delà d'un certain seuil d'exploitation de la force de travail et d'aller au-delà d'un certain seuil d'exploitation de la nature. Et donc les deux combinés font la crise capitaliste. Mais, et alors c'est là peut-être où la discussion sur le plan économique a besoin de s'évader de la discipline économique pour aller voir du côté de l'histoire, du côté de l'anthropologie et du côté de la biologie aussi, des autres sciences donc, parce qu'au-delà de sa finalité économique qui consiste à produire du profit et toujours plus de profit, le capitalisme met à mal les conditions de vie et les conditions même, les conditions de tous les vivants, mais la vie elle-même de ces vivants. Et donc c'est ça la nouvelle configuration dans laquelle l'humanité est embarquée par un capitalisme qui vise à tout engloutir, comme je vous l'ai dit au début. Que peut-on faire? Que peut-on faire pour éviter d'être englouti dans ce trou noir du capitalisme? Alors c'est là où je vais utiliser ce que j'avais annoncé dans l'introduction, à savoir cet avertissement qu'avait lancé Karl Polanyi, donc, dans un livre publié en 1944 et qui a été traduit tardivement en français en 1983, La Grande Transformation, où il nous dit que le travail, la terre et la monnaie ne sont pas des marchandises. En ce qui les concerne, le postulat selon lequel tout ce qui est acheté et vendu doit avoir été produit pour la vente est carrément faux. Touchant le travail, la terre et la monnaie, un tel postulat ne saurait se soutenir. Permettre aux mécanismes du marché de diriger seuls le sort des êtres humains et de leur milieu naturel, et même en fait du montant et de l'utilisation du pouvoir d'achat, cela aurait pour résultat de détruire la société. Aucune société ne pourrait supporter, ne fût-ce que pendant le temps le plus bref, les effets d'un pareil système fondé sur des fictions grossières, si sa substance humaine et naturelle, comme son organisation commerciale, n'était pas protégée contre les ravages de cette fabrique du diable. Bon. C'est un passage extraordinaire de la grande transformation de Polanyi et qui reprend finalement une problématique qu'avait déjà posée Marx il y a 150 ans ou un peu plus. Et je pense que c'est le moment de relier entre eux deux des plus grands penseurs pour comprendre l'évolution du capitalisme, qui à la fois font de l'économie, font de la sociologie, font de l'histoire et même de la philosophie, pour intégrer tout cela dans une dimension critique du système extrêmement enrichissante, importante pour l'avenir.
Alors, je vais décliner en 3 points, donc ces 3 directions, donc réhabiliter le travail, instituer les biens communs et socialiser la monnaie. Et alors, pour clarifier les choses ou pour les schématiser, après on affinera, on mettra tous les bémols qu'il faut dans la discussion, je visualise cela pour chacun de ces 3 thèmes en 2 points. Réhabiliter le travail, c'est une idée philosophique et c'est en même temps une stratégie d'ordre politique. Alors, philosophiquement, je soutiens, et alors bien sûr, il y a discussion en philosophie, en sociologie, en économie, en histoire, il y a discussion sur le premier point que je vais indiquer, mais moi je partage l'idée que le travail n'a rien perdu de sa centralité, parce qu'il est le seul producteur de valeur économique, et ça c'est Marx, et en même temps, il est central, il reste central parce qu'il est producteur de soi et de lien social. Et ça aussi, c'était une idée très forte de Marx. En travaillant, le travailleur produit la matière qu'on lui demande de produire, mais en même temps, il se produit lui-même. Et donc, notamment par le fait que, comme c'est un travail qui est assuré de manière sociale, de manière collective, il est créateur de liens sociaux. Mais une fois dit cela, ces 2 aspects d'ordre philosophique sur le sens du travail et sa centralité, il faut voir immédiatement que ces 2 aspects comportent une contradiction. Une contradiction entre le fait que, comme il est producteur de soi et de lien social, le travail est donc un facteur d'émancipation de l'être humain, mais en même temps, il est aliénation. Et donc, la réhabilitation du travail serait pour lui redonner du sens pour la propre vie de l'individu et en même temps pour la collectivité, pour savoir ce qu'il faut produire, quel sens ça a de produire dans la camelote qu'il faut renouveler tous les 6 mois. Et en même temps, ça permet, en lui redonnant du sens, d'entrer en cohérence avec le second aspect que j'ai évoqué dans la première partie, à savoir l'écologie. Ne plus produire n'importe quoi et ne plus produire n'importe quoi dans n'importe quelles conditions, à la fois pour les humains et pour la nature. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu un registre philosophie politique. Mais c'est en même temps stratégique, de réhabiliter le travail. Et là, s'il y a quelque chose de bien, enfin, c'est parmi les choses de bien de l'année 2020, avec cette fichue crise du coronavirus, c'est qu'on a vu dès les premiers jours de la pandémie et du premier confinement surgir un débat que jamais personne n'aurait osé mettre sur la table. On commençait à discerner quels étaient les travaux essentiels, des travaux qui ne l'étaient pas ou qui l'étaient beaucoup moins. Et donc, vous vous rendez compte qu'on retrouve à la faveur de cette pandémie et de la crise qui s'en est suivie, on retrouve donc une conception du travail qui est véritablement utile au-delà de son simple aspect productif de valeur pour le capital. Et donc là, définir une stratégie politique pour réhabiliter le travail et donner la primeur, la priorité à la fois en termes de reconnaissance sociale et sans doute aussi de revenus, aux travaux les plus essentiels, alors que, vous le savez, les revenus les plus élevés sont distribués aux personnes qui sont le moins utiles dans la société. Qui gagnent le plus dans la société aujourd'hui? Les traders sur les marchés financiers qui se font des millions et voire des milliards chaque année, mais ils ne sont utiles en rien, sinon pour aggraver les risques spéculatifs. Ça, c'est le premier aspect. Stratégiquement également, réhabiliter le travail supposerait de renforcer le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise. La démocratie n'a jamais été implantée dans les entreprises. Donc, c'est l'un des seuls endroits où jamais il n'a été question d'introduire un brin de démocratie. Et donc, le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise est une question essentielle dans la perspective de cette réhabilitation du travail. Alors que, vous le savez, toutes ces dernières années ont été marquées dans les pays capitalistes gouvernés par des États néolibéraux, ont été marquées par des atteintes importantes au droit du travail, une remise en cause du droit du travail, une remise en cause des protections sociales, des droits sociaux, que ce soit en termes de santé, de retraite et dernièrement, d'allocation chômage. On en sait quelque chose en France, les chômeurs en savent quelque chose et vont en savoir quelque chose à partir du 1er juillet.
Donc ça, c'est le troisième aspect. Quatrième aspect, c'est en termes stratégiques, là aussi, réhabiliter le travail suppose qu'il y a une programmation très très forte, très importante de réduction des inégalités de revenus, mais aussi des inégalités salariales, parce qu'il y a des inégalités de revenus énormes entre ceux qui ne vivent que de leur travail et puis ceux qui ont du capital, du patrimoine et qui le font fructifier, mais il y a aussi des inégalités salariales, et notamment les inégalités entre femmes et hommes, qui, malgré la multiplication de lois dans la plupart des pays européens, comme en France, ont du mal à se résorber, ces inégalités. En termes stratégiques également, la réduction du temps de travail fera partie des axes principaux de programmes sociaux dans les prochaines années, à la fois pour réduire le chômage, à la fois pour redonner de la liberté aux travailleurs et en même temps pour intégrer progressivement un sens du progrès qui soit bâti sur autre chose que toujours travailler plus longtemps, toujours produire davantage et au final pour consommer toujours davantage. Donc la réduction du temps de travail, ceux qui se souviennent des choses que j'avais pu dire quand je suis venu à de nombreuses reprises, vous l'avez dit au début, à Castres ou à Albi, se souviennent que j'ai souvent développé cette idée que la réduction du temps de travail était à la fois une mesure qui entrait dans une programmation de type social et en même temps dans une programmation de transition écologique. Donc la réhabilitation du travail doit viser cela, c'est-à-dire que au-delà de son aspect purement économique, il y a tout un environnement du travail qu'il s'agirait de rebâtir sur des objectifs à la fois sociaux et écologiques. Pour vous donner une idée de l'importance, pour vous redonner, si je l'ai déjà fait devant certains d'entre vous autrefois, je vous redonne deux choses. Au cours du confinement, là, quand le gouvernement a annoncé qu'il allait prendre en charge, il l'a fait, une grande partie des salaires des salariés qui étaient mis en chômage partiel, on a vu immédiatement que cette mesure permettait à l'emploi de ne pas trop se dégrader, en tout cas de ne pas se dégrader au prorata de la diminution de l'activité. L'activité a chuté dans l'espace de 3-4 semaines au printemps de 30 ou 40%, mais l'emploi n'a pas régressé autant. Pourquoi? Parce que la mise au chômage partiel, donc la mise au travail à temps partiel, elle a atténué cette dégradation de l'emploi. Et aujourd'hui, là, on sait, l'INSEE a commencé à le dire, donc sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019, on a une chute de la production, donc de la richesse produite, d'environ 8 à 9%, mais l'emploi n'a pas été dégradé d'autant. Et l'emploi s'est dégradé, certes, mais beaucoup moins que l'activité. Et alors, pendant ce confinement, j'avais un peu de temps, j'ai fait une petite recherche sur les statistiques fournies par l'organisme statistique de l'Union européenne pour voir s'il y avait une relation entre la proportion de l'emploi à temps partiel et le taux de chômage. Alors, ceci avant l'irruption de la crise pandémique, avant la survenue du coronavirus, donc avec les chiffres de 2019 que vous voyez à l'écran. Eh bien, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, l'enseignement de cette statistique est extraordinaire. Tous les pays qui ont un taux de chômage faible en Europe, ils ont un emploi à temps partiel important. Et tous les pays qui ont un taux de chômage plus élevé, ils ont un emploi à temps partiel plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de la même façon que la mise au chômage partiel pendant le confinement a évité à l'emploi de trop se dégrader, les pays dont on nous dit à longueur de journée qu'il faut beaucoup mieux que la France en matière de chômage, par exemple l'Allemagne, qui est citée toujours en exemple, mais que c'est vrai aussi au Danemark ou dans les autres pays nordiques, eh bien, vous constatez qu'ils ont en fait un emploi
un taux de chômage plus faible, mais un emploi qui est dégradé encore plus que chez nous, parce que le chômage partiel, imposé bien sûr, pas choisi, est plus important chez eux. Et j'ai calculé, je vous passe le détail du calcul, qu'il y a un coefficient de corrélation linéaire entre le taux de chômage et l'emploi à temps partiel qui est extraordinairement grand. Il est de moins 0,86, c'est-à-dire que c'est presque moins 1. Moins, ça veut dire que ça évolue en sens inverse. Quand une corrélation est positive, ça veut dire que ça évolue dans le même sens. Ici, c'est dans le sens inverse. Emploi à temps partiel faible, chômage élevé, et vice-versa. Donc, un coefficient de corrélation de moins 0,86, c'est extraordinairement élevé. Il y a très peu de corrélations qui atteignent un tel niveau. Bon, donc, on a bien vraiment la preuve que la réduction du temps de travail est fondamentale pour résorber le chômage en même temps que pour concevoir une autre manière le progrès. Et alors, si on regarde pas simplement une photographie à un instant T, en 2019, si on regarde sur le très long terme, au cours des 19e et 20e siècles, en France, la production a été multipliée par environ 26, la productivité horaire du travail par 30 et le temps de travail individuel a été divisé par 2. Nous travaillons environ moitié moins que nos aïeux il y a un siècle ou un siècle et demi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu augmenter l'emploi de presque de 3/4. Et s'il n'y avait pas eu cette gigantesque diminution du temps de travail, de moitié, en un siècle et demi ou un peu plus, eh bien, on n'aurait pas pu combler l'écart entre l'évolution de la productivité, qui, vous le voyez, est supérieure à l'évolution de la production, un facteur 30, alors que la production, c'est simplement 26. Donc, cet écart-là, il a été résorbé, et même plus que résorbé, par la réduction du temps de travail. Et donc, je pense, mais ça c'est un refrain que je dis, et ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu, pardon pour eux, la réduction du temps de travail restera la bataille du 21e siècle. Que ce soit à la semaine, à l'année ou sur l'ensemble de la vie, c'est pour ça que la bataille sur les retraites reste toujours une bataille cruciale pour l'avenir. C'est pour ça que je pense qu'elle va rester au centre des luttes sociales au cours du siècle à venir. Le deuxième point, le deuxième axe de mon triptyque paulanien, c'est d'instituer les biens communs. Là aussi, je partage en deux, donc un principe d'ordre philosophique, en termes de philosophie politique, et une stratégie politique. En termes de philosophie politique, les biens naturels, il faut comprendre qu'ils ne sont pas naturellement communs. Ils le deviennent par décision politique, par construction sociale. Par exemple, l'eau est un bien naturel, mais il n'est pas naturellement commun. C'est si on décide de l'acheminer collectivement, si on décide de ne pas confier la distribution, l'exploitation à quelques multinationales, mais qu'on le conserve dans des régies municipales, par exemple, et si on évite en plus que les titres de propriété de l'eau deviennent des titres financiers, donc on institue l'eau, mais le raisonnement vaudrait pour toute autre ressource naturelle, on institue l'eau en tant que bien commun. Alors que très souvent, on croit que parce que quelque chose coule de la montagne naturellement, c'est naturellement un bien commun. Pas du tout. Mais hélas, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision collective pour que ce soit érigé au statut de bien commun. Et deuxième élément de discussion, la valeur de ces éléments naturels échappe au registre économique. Et donc ça, c'était l'objet de mon livre précédent intitulé, je vous montrerai l'image tout à l'heure, La richesse, la valeur et l'inestimable. Les biens naturels, et ils ont une valeur qui échappe au registre économique. Ils ont une valeur éthique, ils ont une valeur philosophique, ils ont une valeur politique, une valeur esthétique, mais qui n'a rien à voir avec la valeur économique mesurée par la monnaie. On ne va pas mesurer monétairement la lumière du soleil qui fait pousser nos plantes, les arbres, les forêts, et qui nous donne un peu de chaleur. Comme tout à l'heure, l'institution des communs doit être analysée sur le plan stratégique. Et c'est là où on va retrouver
quelque chose que déjà l'histoire sociale nous avait montré, à savoir qu'il y a une complémentarité lorsque on associe la propriété collective, la démocratie et les droits. Et donc, la propriété collective des services publics reste un enjeu crucial et on voit bien, et la pandémie nous l'a montré aussi, combien les services publics pouvaient être fragilisés après plusieurs décennies d'amoindrissement des moyens qui lui étaient octroyés, à la fois en moyens matériels, mais surtout peut-être en moyens humains. Le dénuement dans lequel nous avons été frappés au premier trimestre 2020 a montré que le fait de ne pas avoir de masque, le fait de ne pas avoir de respirateur, le fait de ne pas avoir d'infirmiers, de soignants en nombre suffisant dans les hôpitaux, nous mettait à la merci du moindre minuscule virus. Ceux qui me connaissent aussi savent que j'ai développé depuis maintenant 25 ans au moins une idée que j'estime nécessaire pour battre en brèche à la fois le discours libéral le plus souvent entendu et même un certain discours véhiculé par la tradition marxiste après la mort de Marx, selon lesquelles ces idées, ce qui est fait dans les services publics et qui sont non marchands, c'est-à-dire qu'on ne paie pas au prorata de ce qu'on consomme de santé ou d'école, ce travail-là, selon la pensée dominante, est improductif. J'ai montré, et je soutiens cette idée toujours, que le travail dans ces services monétaires non marchands, santé ou éducation, recherche, etc., est productif de valeur économique, qui n'est pas retranché à la valeur marchande des marchandises qui sont produites dans les entreprises privées, mais qui s'ajoute. Le produit intérieur brut, ce célèbre indicateur dont le sigle est PIB, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de ce que produisent les entreprises privées, certes, mais aussi de ce qu'ajoutent les administrations publiques, donc les travailleurs qui sont employés dans ces administrations. Et donc les impôts ou les cotisations sociales ne sont pas prélevés ensuite pour payer les uns et les autres et pour soigner ou pour éduquer. Ces impôts et cotisations sociales ne sont pas prélevés sur la seule activité marchande. Ils sont prélevés sur un produit total qui est déjà augmenté du fruit de l'activité non marchande. Ça, c'est un point que je considère comme un point clé et donc qui fait que les services publics non marchands constituent le socle d'une transformation progressiste de la société, en tout cas qui irait dans le sens, un sens meilleur que celui qu'a imposé le capitalisme néolibéral. On peut faire le même raisonnement pour toutes les ressources naturelles dont j'ai un peu parlé avec Lo tout à l'heure, pour les connaissances instituées comme bien commun. Et on va le voir avec l'exemple du vaccin, dont je vais vous dire un mot là dans un instant. On va voir que le fait d'ériger au statut de commun toutes les ressources naturelles indispensables à notre vie et toutes les connaissances que les hommes réussissent à emmagasiner sont des enjeux cruciaux pour que chaque être humain puisse accéder à toutes ces ressources et que les droits soient protégés pour chacun et chacune. Et alors, disons un mot de la discussion que là aussi, on aurait eu de peine à imaginer il y a simplement un an. Est-ce que le vaccin doit être une marchandise ou un bien commun? Alors, le vaccin, mais aussi l'eau, le climat, toutes les marchandises, en fait, qu'on peut imaginer, est-ce qu'elles doivent rester sous l'emprise du capital ou est-ce qu'il faut les transformer en bien commun? Alors, vous avez peut-être entendu parler du formidable travail qui a été fait en Italie dans les dernières années autour de l'eau, justement, avec la commission italienne qu'on appelle Rodota, et qui a mobilisé les populations de façon à ce que l'eau ne devienne pas une marchandise entre les mains de quelques multinationales. Et on a aujourd'hui la même discussion au sujet du vaccin ou des vaccins anti-coronavirus. Et l'ONU, déjà depuis de nombreuses années, avait réfléchi et avait propagé l'idée de bien public mondial.
qu'est-ce que c'est qu'un bien public mondial? Aujourd'hui, on dit quelquefois aussi bien commun de l'humanité. Et le secrétaire général de l'ONU, récemment, a déclaré, je vous ai mis cette citation, « Nous ne pourrons vaincre le virus que d'une seule façon, en étant unis ». Alors, vous savez que actuellement, il y a eu les pays développés se sont jetés sur les laboratoires pour acheter au plus vite une quantité impressionnante de doses de vaccins. Et à l'heure actuelle, on estime que la moitié de la production des vaccins déjà réalisés dans le monde, tout laboratoire confondu, tout vaccin confondu, a été acheté pour 16% de la population mondiale seulement. Ce qui fait qu'on a de très grosses inquiétudes quant à l'accès des pays pauvres à ce vaccin, parce que le virus n'a pas de frontières. Et par contre, le fait de concevoir des vaccins comme des marchandises empêche donc les pays les plus pauvres de s'en procurer suffisamment. Bon, il faut quand même dire qu'il y a eu plusieurs, sous l'égide de l'ONU, il y a eu plusieurs projets de coordination pour aider les pays pauvres à accéder à ces vaccins, mais sans supprimer cette déferlante, sans atténuer cette déferlante qui a vu donc les pays riches se précipiter sur les laboratoires. Et ces laboratoires, vous vous doutez, la plupart sont engagés dans une course au profit, profit privé bien sûr, alors que leurs recherches, celle la plus récente, mais les recherches plus anciennes et pour les autres maladies contre lesquelles on a dû livrer bataille, que ce soit le sida, les grippes espagnoles ou de toute autre sorte, ces laboratoires, pour la plupart privés, ont bénéficié d'une aide publique très très importante et il est un peu fort de café que ces laboratoires bénéficiant d'une aide publique aussi importante n'aient pas la volonté de lui mettre à disposition, sinon gratuitement, du moins à des coûts faibles. Et là-dedans, et c'est pour ça que discuter du vaccin est important, là-dedans intervient un accord qui a été signé au sein de l'Organisation mondiale du commerce il y a quelques années, qui porte sur les droits de propriété intellectuelle. Le sigle de cet accord, c'est l'ADPIC. Il y a un cadenas qui a été posé sur les droits de propriété intellectuelle et qui empêche justement que ce type de ressources, comme les vaccins, puissent être mis à disposition de tous et notamment, non seulement qu'ils soient mis à disposition, mais que tous les pays qui en ont les capacités techniques puissent le produire. Donc, vous voyez que la bataille pour le vaccin bien commun ou les vaccins bien communs rejoint la bataille qu'on a pu mener autrefois contre les droits, les accords de libre-échange qui ont cadenassé un petit peu la circulation des connaissances dont on aurait absolument besoin dans la période actuelle. J'en arrive au dernier point. Je vais nous retenir quelques minutes parce que l'année 2020 a été propice à un étalage d'un débat gigantesque sur la monnaie. Donc, socialiser la monnaie, le troisième axe inspiré par le pronostic de Polanyi. Alors là, pareil, je sépare en deux sous-parties. Donc, en termes de philosophie politique, il faut comprendre que la monnaie est, contrairement à ce qu'on lit dans la plupart des manuels d'économie, la monnaie n'est pas simplement un instrument économique. C'est une institution sociale à part entière et qui n'est pas réductible à l'accumulation privée, donc qui n'est pas réductible au capitalisme. La monnaie est une institution qui a été inventée dans l'histoire humaine bien avant le capitalisme, et plusieurs milliers d'années avant le capitalisme. Et donc, ce qui veut dire que cette institution de la société ne peut pas être réduite à son rôle dans les échanges marchands.
Alors certes, la monnaie est un vecteur d'égalisation des travaux qui sont échangés à travers les marchandises, mais elle est aussi, et je le disais un petit peu tout à l'heure, un vecteur de socialisation et de participation à la vie collective. Par exemple, c'est par la monnaie que les soignants sont en mesure de procurer des soins dans les hôpitaux et vous ne payez pas en nature vos soignants lorsque vous allez vous faire soigner à l'hôpital. Donc il y a une socialisation par le biais de la monnaie du coût des soins et des salaires des soignants. Donc c'est un vecteur donc, de socialisation à part entière. Pourquoi est-elle acceptée? Parce qu'elle est fondée sur la légitimité que lui a conférée le pouvoir politique. Et historiquement, la monnaie s'impose dans la société et est partagée et utilisée par tous les individus parce qu'elle est légitimée par le pouvoir politique qui l'institue. Et en même temps, elle est fondée aussi sur la pertinence du système productif. Si vous n'avez pas un système productif capable de produire les biens et services dont les gens ont besoin, la monnaie qu'ils peuvent posséder ne leur sert à rien et elle se dévalorise elle-même. En termes de stratégie politique, comment comprendre l'utilisation qu'on peut faire de la monnaie? D'abord, la question est venue maintenant depuis plusieurs années, mais a eu de la difficulté à s'imposer véritablement sur le plan législatif, sur le plan réglementaire, c'est que la fiscalité écologique, sans doute, deviendra de plus en plus nécessaire pour accompagner la transformation du modèle productif qui pourrait être souhaité dans un objectif de transition écologique. Et on a vu avec l'épisode qui a duré là aussi 1 an ou plus des Gilets jaunes, on a vu combien il était difficile de faire accepter une fiscalité écologique quand elle n'était pas accompagnée par une transformation du modèle productif. Si vous obligez les gens à payer davantage, à payer une taxe parce qu'ils utilisent leur véhicule personnel, mais s'il n'y a pas un développement des transports collectifs en parallèle, ils se sentent grugés et à juste titre. Donc la fiscalité écologique est absolument indispensable à condition que parallèlement, donc on transforme les structures productives. L'année 2020, je vous le disais, a fait surgir un débat, là aussi, auquel on ne s'entendait pas, en tout cas avec une telle virulence, une telle force, sur l'utilisation de la monnaie pour lutter contre la pandémie et le rôle que pouvait jouer la Banque centrale. Pour nous, la Banque centrale, c'est la Banque centrale européenne, en tout cas pour la zone euro, qui regroupe 19 pays sur les 27 que compte la totalité de l'Union économique européenne. Vous savez que depuis la crise financière de 2007, les banques centrales dans le monde entier, alors d'abord un mot, qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? C'est l'instance publique qui, dans chaque pays ou groupe de pays, chapeaute le système bancaire composé des banques ordinaires, celles qui sont au coin de vos rues, là, à Castro ailleurs. La Banque centrale, donc, régule le système bancaire et joue son rôle de coordination et en acceptant ou pas les titres financiers que lui apportent les banques pour se procurer de la monnaie dont la Banque centrale a le monopole, que l'on appelle la monnaie de banque centrale, ou en abrégé monnaie centrale. Et vous le savez, puisque la radio, la télé et les journaux en parlent pratiquement constamment depuis maintenant plusieurs années, depuis notamment la crise financière de 2007, les banques centrales dans le monde entier, en tout cas les principales, que sont la Réserve fédérale américaine, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, et un peu la Banque suisse, mais beaucoup moins. Donc, 4 ou 5 grandes banques centrales dans le monde ont mis en œuvre une pratique, une politique monétaire tout à fait différente de celle qui était pratiquée auparavant et que les banquiers centraux appellent politique non conventionnelle, de rachat massif
des titres de dette privés et publics pour abonder le système économique en liquidités nouvelles. Et donc, concrètement, ça se passe comme ça tous les jours. La Banque centrale décide d'acheter, alors en ce moment, c'est environ entre 16 et 20 milliards d'euros par semaine. Donc, la Banque centrale européenne achète 20 milliards d'euros par semaine de titres publics ou privés. Dans la cuisine, tu peux l'avoir là. Aux banques ordinaires et abonde en liquidités nouvelles ces banques dans le compte que celles-ci possèdent à la Banque centrale. Et donc, sont venues en discussion deux choses au cours de cette année 2020. Comme la crise a fait chuter l'activité économique très, très fortement, les banques centrales donc, ont accru ce type de politique non conventionnelle en rachetant massivement ces titres aux banques ordinaires, avec deux questions, si je peux dire. La première, c'est est-ce que cette liquidité de plus en plus abondante se transforme ensuite en liquidité qui abreuve ou qui transite dans l'économie productive? Ça, c'est une question qui est extrêmement cruciale parce qu'on s'aperçoit que les banques ordinaires ne relancent pas le crédit qu'elles accordent aux entreprises ou aux ménages à la hauteur des liquidités qu'elles reçoivent de la Banque centrale. Et donc, la première idée qui est venue en discussion, dont je vous reparlerai dans un instant, a été de savoir s'il ne fallait pas rayer d'un trait de plume les dettes publiques qui étaient accumulées sous forme de titres dans les bilans des banques centrales pour redonner un petit peu d'oxygène, si je peux dire, au système économique. Ça, c'est la première question. Je vous en donnerai un peu plus de détails dans un instant, mais auparavant, il faut voir que cette stratégie politique fondée sur la socialisation de la monnaie remet aussi en discussion quelque chose qu'on avait cru disparu à jamais, c'est celle de la planification. Et donc, on s'aperçoit, et la crise sanitaire l'a montré, que le fait de déréguler au maximum l'économie pendant plusieurs années, sinon décennies, eh bien, met les sociétés devant un risque de crise grave s'ils se trouvent démunis de tout instrument d'anticipation et de mise en œuvre de garde-fous par rapport aux chocs qui peuvent survenir, et le coronavirus peut être ainsi qualifié de choc. De la même façon, si on parle de planification, ça veut dire que la propriété collective redevient sujet de discussion. Là aussi, on avait cru, avec l'effondrement du communisme en Union soviétique, l'effondrement de tous les pays de l'Est, on avait cru que la question de la propriété était au musée de l'histoire et que plus jamais on ne se poserait la question de savoir s'il ne fallait pas arrêter de privatiser et au contraire recollectiviser un certain nombre de choses. Alors, un petit mot, et je terminerai là-dessus, qui est le plus, si vous voulez, technique, mais bon, vous allez comprendre facilement de quoi il s'agit. Au printemps 2020, donc il n'y a pas tout à fait un an, les pays européens se sont réunis pour savoir comment ils pouvaient aider les pays les plus touchés par la crise sanitaire, et donc suite à l'effondrement de leurs économies. Ils ont décidé, au mois de juillet dernier, de financer un plan de relance collectif de 750 milliards d'euros, moitié-moitié presque des emprunts que fera la Commission européenne pour faire des dons aux États nécessiteux, et pour l'autre moitié, faire des emprunts sur les marchés financiers, mais pour simplement les reprêter à nouveau, donc moitié dons, subventions, moitié prêts accordés aux États. Et ces 750 milliards d'euros, donc un plan de relance mutualisé en quelque sorte, puisque le plan en empruntant collectivement, on bénéficierait de taux d'intérêt beaucoup plus bas que lorsque chaque État isolément emprunte
sur les marchés exigent des taux d'intérêt plus élevés aux États dont la fragilité est supposée plus importante. Parallèlement à ce plan de relance européen, la Banque centrale européenne a mis en œuvre un plan contre la pandémie qui s'élève à 1 850 milliards d'euros et qui va être mis en œuvre d'ici la fin du mois de juin 2021. Le plan est en cours, il n'est pas achevé, ce qui veut dire que non seulement la Banque centrale européenne, depuis 2007, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, a racheté ses actifs financiers aux banques ordinaires, mais elle a accru ce programme de rachat pour lutter spécifiquement contre la pandémie. Et alors deux controverses extrêmement importantes sont nées il y a quelques semaines, et vous avez peut-être pu en voir un indice dans la presse, puisqu'il y a eu plusieurs tribunes opposées qui, l'une, demandaient à ce que la Banque centrale européenne finance directement les États qui ont besoin de fonds pour lutter contre la pandémie, mais globalement pour effectuer des dépenses publiques de manière générale. Donc, au lieu d'emprunter sur les marchés financiers, à faire appel à la Banque centrale européenne pour qu'elle finance directement les États, et non pas simplement se contenter, une fois que les États ont emprunté sur les marchés financiers, de racheter ces titres donc aux banques, donc un mécanisme indirect en quelque sorte, donc financement monétaire direct par la Banque centrale. Et deuxième sujet de discussion qui est lié au premier, est-ce que la Banque centrale ne pourrait pas annuler la partie des dettes publiques qu'elle détient? Elle ne les détient pas toutes, les titres de dette publique, mais elle en détient maintenant plusieurs milliers de milliards. Elle détient environ à l'heure actuelle 3 000 milliards de dettes publiques. Environ 25% de toutes les dettes publiques de la zone euro. Est-ce qu'elle ne pourrait pas annuler ces dettes de façon à, si c'était lié à prochainement à un financement direct, donc on appelle monétaire, des dépenses publiques, alors ça permettrait aux États de ne plus, ou en tout cas d'être beaucoup moins à la merci des exigences des marchés financiers. Je conclus. Si en rassemblant tout ce que je vous ai dit là depuis une heure, c'est ça, une heure presque, en rassemblant tout ça, il faut voir que si l'on redonne du sens au travail, si on fait en sorte que l'État puisse être celui qui emploie en dernier ressort, c'est-à-dire qui fasse un emploi garanti pour tout le monde, que la Banque centrale soit un prêteur en dernier ressort aussi pour l'ensemble de la société, pas simplement pour les banques. Si on fait en sorte que les services publics non marchands et les biens communs soient réhabilités, si on introduit la démocratie dans l'entreprise, on va redonner du sens à la démocratie de manière générale, et si en même temps on transforme le rapport des humains à la nature de façon à ne plus la considérer comme simplement pourvoyeur de ressources exploitables à merci, alors on peut envisager que le capitalisme ne soit pas la fin ultime de l'histoire, la fin de l'histoire de l'humanité, comme l'avaient pensé quelques chroniqueurs autrefois. Mais ça veut dire qu'il faut que les forces sociales qui seraient en mesure de proposer ces transformations les mettent en œuvre. Et vous savez combien les forces sociales et politiques actuelles sont, semble-t-il, assez démunies. Le creux de la vague dans lequel elles sont ne doit pas être considéré comme définitif, mais la mise sur la table de tous les éléments que je viens d'apporter serait peut-être un moyen de commencer à balayer les obstacles les plus importants à cette transformation. Je vous laisse la parole pour une discussion. J'étais un peu plus long que prévu, mais bon, j'espère que vous êtes encore tous là. Bien. Merci Jean-Marie pour cet exposé très riche et surtout très clair.
Alors maintenant, je vais vous donner la parole. Ceux qui veulent poser des questions. Pour ce faire, ce qui serait bien, c'est de pouvoir lever la main, mais pour que je vous voie lever la main, il faudrait que vous remettiez vos caméras en fonction. D'autre part, n'oublierez pas, avant de parler, de remettre le micro et les autres de laisser... On n'arrive pas à trop encore à mesurer si le télétravail va être source de nouvelles productivités pour les entreprises ou pas. Les expériences sont assez peu concluantes parce qu'on s'aperçoit vite, on s'est aperçu en tout cas pour l'instant qu'il y avait un facteur d'accroissement de la productivité tenant au fait que la journée de travail durait beaucoup plus longtemps, puisqu'il n'y avait plus le temps de transport, donc les entreprises pouvaient jouer là-dessus, mais on s'aperçoit aussi très vite que le manque de rapports collectifs de travailleurs isolés se retourne contre cette productivité. Et donc, le stress n'est pas moindre avec l'isolement que dans le bureau ou l'atelier. Donc, la revue Les Possibles que j'anime là autour du Conseil scientifique d'attaque vient de sortir son dernier numéro là au début de la semaine, il y a 2 jours, ou à la fin de semaine dernière, pardon, dans lequel le dossier traite la question du télétravail. Donc, vous pourrez trouver en téléchargeant les articles qui vous intéressent. Il y en a plusieurs qui sont très, très intéressants, je crois, notamment sur... il y a 2 articles qui introduisent le dossier, l'une de la sociologue Danielle Linhart qui montre comment cette stratégie du télétravail fait suite à la remise en cause de l'organisation du travail après mai 68, donc elle remonte d'un demi-siècle en arrière. Et puis ensuite, vous avez une ergonome qui a fait un article pour indiquer quel était l'état des lieux des études qui sont menées sur le télétravail. Donc, dans ce dossier, vous pourrez trouver des éléments pour commencer à satisfaire votre curiosité légitime. Sur le deuxième aspect de votre intervention, où en est la réhabilitation de ces métiers essentiels, les premiers de corvée, comme on les a appelés, je crois que cette réhabilitation, pour l'instant, elle n'a pas beaucoup avancé, parce que le gouvernement avait promis monts et merveilles pour réhabiliter donc, les salaires des soignants, par exemple, dans les hôpitaux, et en fait, cette réhabilitation du salaire, elle est passée par le biais d'une prime et non pas par l'intégration au salaire lui-même. Alors, vous savez que les primes, c'est vraiment le piège dans lequel les salariés sont enfermés lorsque le gouvernement ou les patrons consentent à augmenter les rémunérations, mais pas sous forme salariale, parce que ça suppose des cotisations, ça suppose donc toute la protection sociale qui est autour, en termes de santé, de retraite, etc., mais par le biais de primes. Alors, de primes donc, qui conservent toujours leur caractère potentiellement temporaire, on ne sait pas trop jusqu'à quand la prime sera versée, et puis exonérée bien sûr de toute contrainte de protection sociale. Donc on en est là. Et la promesse de réhabilitation des infirmières ou de tous les soignants, bon, elle n'est pas véritablement concrétisée pour l'instant. Et pour les autres travailleurs essentiels, je crois que c'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez entendu parler de la réhabilitation du travail des boueurs, du travail de transporteurs ou de caissières dans les supermarchés. Donc, je n'en ai pas entendu parler, mais peut-être que ça m'a échappé. Merci. Bernard Pradine. Oui, bonsoir, je mets mon micro. J'aurais comme ça une remarque-question d'abord et puis une question ensuite. La remarque-question, ça serait sur la notion de travailleur essentiel. Je crois que c'est une notion difficile à manier. Je m'explique. Moi, je suis un ancien soignant, donc ça me flatte beaucoup qu'on considère les soignants comme essentiels dans la période actuelle, ce qu'ils étaient. De même que, je crois que quelqu'un a son micro là, de même que les éboueurs, je suis tout à fait d'accord pour qu'ils soient essentiels. Là où je suis un peu plus gêné, c'est avec le prolétariat de la culture, par exemple, qui est bloqué actuellement
ou le prolétariat de la restauration, bloqué aussi, et qui est considéré comme non essentiel et qui en souffre beaucoup d'être considéré comme non essentiel. Donc voilà, la première question porte là-dessus, c'est est-ce que nous avons raison, au fond, dans un mouvement bien compréhensif de gratitude vis-à-vis de certaines couches de travailleurs, que de les désigner comme étant essentiels, alors qu'il y a des activités qui, certes, ne sont pas liées aux besoins élémentaires de la pyramide de Maslow, qui ont été privilégiés, à savoir, enfin, je ne vais pas vous apprendre ce qu'est la pyramide de Maslow, je crois que beaucoup parmi vous savent ce que c'est, mais pour faire très court, ce sont les besoins élémentaires de la vie quotidienne, ceux qui sont sur la survie. Alors que d'autres ne sont pas directement sur la survie, mais on voit qu'avec le temps qui passe, eh bien, ça peut être interrogé dès lors que on ne va plus dans des activités réputées non essentielles. Ma deuxième remarque n'a rien à voir. Elle tient, et question à vous soumettre, elle tient à la dimension des relations à distance. Je dirais qu'elles soient dans le travail ou qu'elles soient comme nous l'avons ce soir. Moi, j'aimerais bien comprendre si la pollution énergétique, le dégagement de CO2 occasionné par tous les transports qui sont nécessaires à la fois au travail présentiel et surtout au tourisme international et aux relations d'affaires. Vous, comme moi, sûrement, vous avez beaucoup pris l'avion. On a quand même envie de se dire que cette nouvelle modalité de relation, a priori, mais sans que je puisse répondre à la question, donc peut-être un économiste le sait, sont quand même relativement économes en dépenses hydrocarbonées, par exemple, du type hydrocarbures, etc., qu'on va utiliser dans les voitures, dans les avions ou même dans les trains. Donc, et je m'interroge d'autant plus que considérer que nous ne sommes pas ensemble ce soir, je trouve que quelque part, c'est une insulte faite à notre cerveau. Parce que nous, les humains, nous sommes différents des animaux. Peut-être certains singes évolués devant cet écran seraient capables de reconnaître leur pareil. Mais voyons, restons simples, nous sommes capables d'abstraction et d'être ce soir ensemble, de nous regarder, de lire sur nos visages, d'ailleurs plus librement que si on était en présentiel, puisqu'on peut se regarder sans que l'autre sache qu'on est regardé. Et donc cette capacité d'abstraction conjuguée avec le fait qu'on se voit avec des personnes qui, par exemple, habitent aux États-Unis ou enfin dans tous les pays du monde, moi je considère que conceptuellement, philosophiquement, je suis peut-être l'optimiste, mais c'est un progrès. Alors reste à savoir si par contre il n'y a pas énormément d'effets néfastes, comme vous dites, et en particulier, est-ce qu'il y a bien un bénéfice écologique? Voilà, j'ai terminé, mais il y aurait 1000 questions à vous poser parce que c'est tout à fait passionnant ce que vous avez raconté. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Sentimentalisme. Jean-Marie? Oui, oui, merci beaucoup pour votre intervention, tout à fait intéressante. Il vous faut couper les micros, à mon avis, l'animateur. Il est comme la bonne âme de Sichuan, voilà. Il s'est aperçu qu'en faisant le bien, ça ne changeait rien à la structure de la société. Vous avez le micro chez Jacqueline Falguirac. De Sichuan, on est ensemble, on se regarde. Oui, mais enfin. Bernard? Alors, qui a la parole là? C'est vous, Jean-Marie.
Bon, merci. Donc, merci là pour votre intervention tout à fait intéressante et donc, dont je partage certains attendus, hein. Après, il y a pas matière à discuter, bien sûr. Sur les travaux essentiels, bon, vous attirez l'attention sur le fait finalement que la définition des besoins est extrêmement compliquée à faire. Mais la délimitation des besoins essentiels et par derrière, donc, la définition des travaux essentiels pour les satisfaire. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Les besoins sont sociaux, hein, on le sait, donc si l'on résumait nos besoins à manger, boire, dormir et se vêtir, on n'aurait pas, je crois, une vue satisfaisante de ce que l'on peut considérer comme des besoins essentiels. Donc il y a des besoins physiologiques, certes, mais il y a peut-être aussi des besoins qui ne sont pas de l'ordre physiologique, mais qui sont de l'ordre soit spirituel, soit culturel. Et c'est là où vient la question que vous avez posée. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'avoir considéré que certaines activités comme la culture, voire la restauration, vous avez dit, pourraient être reconsidérées dans cette optique d'une notion de besoin relativement essentielle, sinon absolument. Bon, cela dit, il me semble qu'il faut replacer cette discussion dans le contexte où elle a émergé, c'est-à-dire que depuis des années, il n'y avait pas un mois où les infirmiers et infirmières descendaient dans la rue pour réclamer qu'on prenne en charge ce qu'ils disaient sur le malaise à l'hôpital, le malaise pour soigner et le malaise d'être soigné. Donc, il y avait des manifestations continuelles et tout d'un coup, par miracle, on les considère, on se met au balcon, on les applaudit. Donc, je pense que si on replace ça dans le contexte dans lequel la discussion est née là au printemps dernier, je considère toujours, bien que ce que vous avez dit est tout à fait intéressant, je considère que ça a été quand même un moment important, hein, de prise de conscience que la vie, ce n'était pas simplement les cours de la bourse, hein, il y avait autre chose. Bon. Maintenant, après, trouver la frontière à un moment donné entre ce qu'il faut privilégier ou pas, ça, c'est plus une affaire qui est tranchée politiquement à un moment donné qu'une question que la philosophie peut déterminer à tout jamais. Je crois que là, on est face à un cas de figure tout à fait intéressant de ce point de vue de la distinction à opérer entre les deux registres. Ensuite, vous avez abordé votre deuxième partie de l'intervention, est tout à fait intéressante aussi. D'abord, un point factuel, même si je n'ai pas pensé à rechercher la statistique dont je vais parler, mais on a aujourd'hui un ordre d'idées sur ce que coûte écologiquement parlant, en termes énergétiques notamment, l'Internet et toutes les communications qui se déroulent aujourd'hui via ces médias, ce nouveau média, ces réseaux, etc. Il y a une quantité astronomique d'énergie qui est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner les immenses ordinateurs qui abritent toutes les données qui sont emmagasinées pour traduire ce que l'on sait et ce qui est communiqué. Donc, je crois qu'on ne fait pas trop d'économies, hein, parce que ça s'ajoute au reste, hein, c'est parce que ça ne se substitue pas, hein, donc ça s'ajoute au reste. Vous avez abordé un dernier point tout à fait intéressant aussi sur le fait que comme nous sommes des êtres capables d'abstraction, nous pouvons en ce moment nous parler, nous voir et communiquer. Certes, mais il n'est pas sûr que ça limite que la relation se limite à cela. Si on prend un exemple tout simple, la relation d'amour a besoin du toucher. Et donc, là, pour l'instant, je ne peux pas vous toucher. Et pourtant, je vous aime bien. Donc, je pense que, merci beaucoup pour avoir posé un jalon tout à fait intéressant dans la discussion, mais je pense aussi qu'on ne peut pas simplement, on ne va pas vivre
on ne pourra pas vivre uniquement d'Internet, quoi. Voilà, je crois que maintenant, il ne s'agit pas pour moi de dire, bon, maintenant, on va supprimer les ordinateurs, on va supprimer Internet. Je crois que je n'y arriverai pas, mais si je le voulais, mais je ne le veux pas. Je pense que là, il est bien, il est sans doute sain qu'on ait pu pallier l'absence de contact visuel direct par ces instruments modernes. Je ne pense pas qu'on puisse réduire l'humanité et les relations humaines à ce que permettent ces instruments. Bon, voilà, je partage ce point, mais ce n'est pas une vérité scientifique et c'est un point de vue que j'exprime après le vôtre. Hein. En tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. Bon, qui veut poser une question encore là? Personne? Tu veux intervenir? Non. Oui. Cathy? Oui? Oui, merci. Si personne ne veut parler, là, il y avait une question qui me préoccupait et que j'aurais aimé poser à M. Harribey. C'est au sujet de la collapsologie. Donc, dans votre ouvrage, vous êtes assez sévère avec les tenants de la collapsologie. Et si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a quelques mois, ou enfin pas mal de mois, à la Jette, on avait fait un débat sur la collapsologie à partir du livre de Servigne et je ne sais plus comment ça s'appelait, Silence, je crois, et sur l'effondrement. Donc, j'aimerais avoir quelques éléments, si vous pouviez nous dire les principales critiques que vous adressez à ce mouvement. Merci. Bon, de vive voix, donc, puisque vous l'avez lu dans mon livre. D'accord. Hein? Bon. Oui. Donc, c'est pas pour empêcher tous les autres participants d'acheter ce livre, parce que moi, je ne gagnerai pas un sou là-dessus, mais l'éditeur, qui est un petit éditeur, est en souffrance, comme beaucoup de petits éditeurs. Donc, si on ne veut pas que ce soit uniquement les grands groupes de presse et de médias qui monopolisent l'édition, il faut aussi soutenir les petits éditeurs et les petits libraires. Alors, la collapsologie, oui, c'est vrai, j'ai fait une critique un peu sévère, mais sévère, mais juste. si je peux dire, dans le livre. Bon, parce que, pour deux séries de raisons. D'abord, parce que je pense que scientifiquement, il y a des points faibles. Il y a des points faibles dont j'ai fait un peu la liste, à mes yeux, bien sûr. Et puis, mais même si toute discussion sur le plan scientifique ne peut pas être tranchée abruptement, hein, j'en conviens bien, il y a un point faible terrible, à mon avis, c'est au niveau qu'est-ce qu'on peut faire si vraiment il y a un risque d'effondrement. Parce qu'il se peut qu'il y ait un risque d'effondrement. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ce risque-là? Ben, la réponse des collapsologues, c'est plus ou moins, et plutôt plus que moins, ben, chacun fait son petit abri chez soi. Et puis, bon. Et il n'y a aucun projet collectif qui peut être bâti là-dessus. Et alors, le pire de tous, c'est le célèbre ancien ministre Yves Cochet qui est en train de construire son igloo, son abri, en stockant les bouteilles d'eau en plastique, sans doute. Donc, bravo l'écologie. Bon, là, je trouve que c'est une impasse. Bon. Bon, maintenant, il faut reconnaître aux collapsologues le mérite d'avoir posé un débat dans la société et comme tout débat, a sa raison d'être. Donc, bon, quand j'ai écrit le livre, je ne connaissais pas Servigne, je ne l'avais jamais rencontré, puis il se trouve que je l'ai rencontré par visio. Parce que j'ai fait partie d'un petit collectif qui s'est réuni là pendant l'année, et je l'ai trouvé sympathique. Donc peut-être que si je l'avais rencontré avant de faire ma critique un peu sévère, j'aurais été moins sévère. Mais bon, j'assume ce que j'ai écrit, hein, que vous pouvez trouver dans un petit bout de chapitre de ce livre. Et je termine là-dessus. J'ai relié la critique que je faisais
à la critique que je fais aussi depuis d'assez nombreuses années aux théoriciens de la décroissance. Et alors, j'ai été mêlé à cette discussion parce qu'il se trouve que ma thèse de doctorat dans les années 90 a été dirigée administrativement par le plus grand théoricien français de la décroissance qui s'appelle Serge Letouche. Et j'avais dès ce moment-là une discussion avec lui et qui ne s'est jamais arrêtée, et qui se poursuit toujours. Et avait la discussion qui rappelle un petit peu celle qu'on peut avoir avec les collapsologues. Que disent les décroissants, grosso modo, et qu'est-ce que je leur oppose, entre guillemets? Le constat, c'est le même. Pour aller vite, crise écologique, gaspillage, dévastation de la nature, affaiblissement des pauvres. Bon, pas de problème là-dessus. Le problème vient ensuite sur la conduite à tenir et sur la stratégie qu'on peut mettre en œuvre. Je considère, mais peut-être que je me trompe, en tout cas c'est l'idée que je défends, je considère que la transformation de nos modèles productifs et donc de consommation ensuite, parce que ce n'est pas la consommation qui commande la production, c'est l'inverse. Ce n'est pas les consommateurs qui ont inventé le téléphone portable qu'on renouvelle tous les 6 mois. Ça, c'est vraiment les producteurs. Donc, transformation des modèles productifs et donc ensuite des modèles de consommation, ça va prendre un temps énorme. Ça va prendre sauf si on impose la dictature, ça va prendre du temps. Ça va s'étaler sur quelques décennies parce qu'il va falloir changer tous nos modes de transport, il va falloir changer tous nos systèmes énergétiques, il va falloir transformer notre habitat, transformer notre urbanisme, et que pour tout ça, il y a besoin de l'investissement. Il va falloir démonter les centrales nucléaires. Démonter les centrales nucléaires, ça va demander des investissements colossaux pendant 20 ans ou 30 ans pour chaque centrale. Donc, vous voyez, il va y avoir un temps où je pense qu'il va y avoir de tels investissements nécessaires pour vraiment transformer dans un sens écologique que dans un temps, il ne peut pas y avoir diminution de la production. Parce que décroissance, ça veut dire diminution de la production. On ne fait pas d'investissement dans une période où la production diminue. Parce que ça veut dire que là, on manque de... Alors bien sûr, on va pouvoir réaiguiller certains investissements. Mais on va pas les investissements, ce n'est pas une histoire de tuyaux qu'on débranche ici pour qu'on les rebranche là. Les investissements qui étaient faits, qui vont être nécessaires pour démanteler les centrales nucléaires, on va pas pouvoir les mettre ailleurs. Donc, il va y avoir un supplément d'investissement pendant une phase de temps que je ne sais pas chiffrer. Ça va peut-être prendre 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Les urbanistes disent que pour refaire un urbanisme, il faut un siècle pour refaire un habitat différent, complètement bien sûr. Donc ça veut dire que pendant ce temps de transition, on va avoir des productions qui vont diminuer et d'autres qui vont augmenter. Et au total, est-ce que ça fera une somme qui aura augmenté ou qui aura diminué? J'en sais rien. J'en sais strictement rien. Prenons un exemple. Imaginons que demain matin, toute l'agriculture soit transformée en agriculture biologique. C'est-à-dire, au lieu de produire X millions de tonnes de blé pourri, pollué, pesticisé, etc., on produise simplement la moitié, mais que ça suffise, parce que c'est de meilleure qualité. Mais pour produire ces 2 fois moins de tonnes de blé, eh bien, il faudra plus de travail. Parce que produire l'agriculture biologique nécessite plus de travail que ce qui se passe dans les immenses productions de centaines d'hectares produits industriellement. Et donc, s'il faut plus de travail pour produire du bon blé plutôt que du mauvais blé, eh bien, ça veut dire que le prix va augmenter. Or, la production totale, c'est la somme de quantités multipliées par des prix. Qu'est-ce qui se passera à l'avenir? Est-ce que la diminution des quantités sera plus ou moins compensée par l'augmentation des prix? J'en sais rien. Donc, au total, le PIB, je ne sais pas ce qu'il fera. Et donc, dire qu'il faut diminuer le PIB, bon, d'accord, mais moi, je ne sais pas ce que ça fera pendant la phase de transition. Donc, il y a tout un tas de discussions un peu techniques, je vous demande pardon, qui font que je suis sceptique sur les mots d'ordre qui sont donnés par les décroissants et par les collapsologues, alors qu'on peut avoir un accord sur le constat. Il y a une dévastation planétaire qui ne peut plus durer. Bon, est-ce que tout va s'effondrer? Ça, j'en sais rien. Je crois plutôt, moi, à un risque de ghettoisation
que d'effondrement global. Je pense que les riches, ils vont se démerder, pardon l'expression, ils vont essayer de se débrouiller pour avoir des îlots aseptisés, des îlots de verdure, un habitat avec des caméras pour filtrer l'entrée autant que vous voudrez, des gardiens armés pour éviter que les pauvres envahissent les ghettos pour super riches. Bref, et même certains sont en train d'imaginer d'aller coloniser Mars ou la Lune. Bon, bref, vous voyez que c'est ça le risque, moi, le plus important que je vois, plus que l'effondrement global. Bon, la Terre va continuer à tourner autour du Soleil, hein, on ne raconte pas l'histoire. Il va y avoir autant d'eau sur la planète qu'il y en a actuellement, parce que l'eau est en quantité stable, que ce soit liquide, gazeuse ou solide, l'eau est quantité stable. Le problème, c'est que tout le monde n'y a pas accès. Voilà, c'est ça le problème. Plus que les fonds, je pense plus à une ghettoisation, une fracturation sociale qui peut être de l'ordre de l'effondrement, un effondrement social. Mais l'effondrement naturel, bon, j'y crois moins, voilà. Bon, mais bon, après, tout est affaire de discussion. Hein. La planète Terre va survivre même si nous vivons mal. Hein, c'est ça le problème. C'est pour ça que, bon, je me sens écologiste, mais je ne suis pas membre des partis écologistes parce que je considère qu'ils désolidarisent la question sociale de la question écologique. Et je pense que si on a un avenir à construire, il faut qu'il soit à la fois social et écologique. Mais l'un sans l'autre n'ira pas. Pendant le XXe siècle, toutes les révolutions ont échoué, notamment parce que, d'une part, elles ont évacué la question de la démocratie, bon, ça c'est déjà pas mince, mais en même temps, elles ont ignoré la question du rapport à la nature, ça évidemment. Donc, ça devait suivre. Hein, bon. Mais l'erreur de beaucoup d'écologistes aujourd'hui, je vois ce qui se passe avec les Verts allemands, et puis avec les Verts français, c'est pire encore. Il y a une disjonction de la question écologique par rapport à la question sociale, et ça, c'est dramatique. Bon, j'ai été un peu long, pardon. Non. Je crois, Jean-Marie, qu'on peut vous remercier. Je ne vois pas d'autres mains levées. Et puis, bon, il est 8h30. Alors, si vous le permettez, je vous en prie. Je partage 2 secondes de nouveau l'écran parce que tout à l'heure, comme je voyais l'heure se dérouler, je ne vous ai pas montré la bibliographie que j'avais préparée, donc je vous la remontre. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'elle est? Elle est passée. Elle a été là, puis elle n'est plus. Bon, je suis bloqué, pardon. Je suis bloqué. Ah, non. Non, c'était bon là. On a vu la richesse, la valeur inestimable. Voilà, bon, voilà, ça, j'y viens. Donc ça, c'est le livre précédent, la richesse, la valeur inestimable. Et bon, donc voilà la bibliographie, vous pouvez piocher. Alors, ce diaporama a 2 petites modifications près. Il est sur mon site internet à l'Université de Bordeaux, donc vous pourrez le retrouver. Hein, donc vous pourrez retrouver... Voilà. D'accord. Je mettrai la version que je vous ai présentée demain matin sur le site, mais il y en a déjà une très proche, vous la trouverez. Très bien. Voilà. Donc, j'enlève le partage. Donc, alors, si je vous remontre les adresses, vous pouvez trouver ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'adresse de mon site à l'Université de Bordeaux. Vous voyez là à l'écran? Oui. Voilà. Ça, c'est l'adresse de mon blog où je mets mes humeurs. Mais mes humeurs, des vraies humeurs. Hein. La bonne ou la mauvaise? Voilà, c'est toujours la bonne. Mais parfois, j'ai la dent dure contre certaines de mes collègues, bien sûr. Notamment ceux qui squattent les plateaux télévisés, toujours les mêmes, les plateaux de radio, et qui nous disent qu'il n'y a pas d'autre solution que continuer le néolibéralisme. Eh oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Vive la jette à Castres. Je suis désolé de ne pas y être venu, mais
Mais Et comme, la fête, c'est dans le Tarn en entier. C'est ça, en son entier. bon, et comme nous l'a dit là le monsieur là, qui était intervenu à la fin, dans une intervention très intéressante, comme nous sommes des êtres capables d'abstraction, c'est comme si nous étions ensemble. Pas tout à fait. Oui, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est vrai que je n'aurai pas tes crêpes, Maryse, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, ça sera une autre fois. Non, mais moi, ça me manque beaucoup, 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 les liens sociaux. Bon, je ne me ferai pas ça. Oui, c'est vrai. Vous trouverez, pardon de vous prendre une minute là, Non, je vous en prie. vous trouverez sur mon blog, là, vous voyez l'adresse qui est à l'écran encore, Oui. alternativeéconomique.fr. Pendant le premier confinement de mars, avril, mai, j'ai tenu un petit compte rendu quotidien de ce qui se passait. Et à l'intérieur, vous chercherez, il y en a eu 55, ça a duré 55 jours, hein, le premier confinement. Donc pendant 56 jours, j'ai tenu un journal quotidien sur ce qui se passait, ce qui se disait, ce qui s'écrivait. Et il y en a plusieurs de ces journaux quotidiens qui sont consacrés à la question, au concept de distanciation sociale. J'ai trouvé le concept hallucinant quand il est arrivé ce matin. Oui. Il est hallucinant. On aurait dit distance physique encore, mais distanciation sociale, c'est porteur d'une dramaturgie et d'une vision de la société qui m'a halluciné. Et donc j'ai consacré plusieurs petits textes là-dessus que j'ai repris dans un livre qui paraîtra au mois de juin. J'ai fait un petit livre de tout ça, mais il n'est pas encore sorti, donc je ne peux pas vous en parler plus. Et j'ai repris ça en faisant appel justement à tout ce qu'on dit. Nombre de sociologues et de philosophes et de psychologues sont intervenus, souvent de manière juste, pour montrer que cette notion de distanciation sociale pour moi, ça a été l'aboutissement, vous vous rappelez du principe de Madame Thatcher, la société n'existe pas, il n'existe que des individus. Eh bien, la notion de distanciation sociale, c'était une application de ce principe thatchérien. Okay, oui. C'est certain que tout ce vocabulaire n'est pas innocent. Hein? Bonne soirée à tous et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup Jean-Marie. Au revoir. Merci, bonsoir. 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 André Martinez. Bonsoir, André Martinez. Bonsoir, Martinez. C'est arrivé, André Martinez. Je coupe pour tout le monde.